Voilà, bonjour tout le monde. Alors, ici Olivier Rebière, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission Blab. Alors, c'est la première d'une longue série, nous l'espérons, qui s'appelle De la plume à la une. En fait, nous allons parler de la problématique des auteurs et des auteurs-re, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer en tant qu'auteur, comment est-ce qu'on peut s'engager, enfin, engager son lectorat, continuer à vendre et puis se sentir bien dans sa peau d'auteur. Alors, aujourd'hui, la première mission que nous allons organiser avec Laure Lapeg, ma complice de Book and Series, c'est en fait le coming out de l'auteur, avec notre guest star, Stéphanie Athènes, qui nous fait la gentillesse de revenir, puisqu'elle a été la première à essuyer les plâtres lorsque votre serviteur a essayé de faire du blab il y a bien longtemps, en janvier, hein, mais c'est des temps immémoriaux comme ça sur Blab. Et voilà en fait ce que nous allons faire. Donc le coming out de l'auteur. Ok, alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que, Laure, tu peux nous expliquer un petit peu la problématique? Qu'est-ce qui nous est arrivé comme ça de penser à cette histoire-là, en fait? Déjà, il y a le principe de l'émission, puisque bon, l'idée, c'est vraiment de faire une émission qui les auteurs participent. Et puis, l'idée de la plume à la une, c'est d'amener l'auteur à sortir de l'ombre et à lui donner un petit peu ce courage qui parfois lui manque et cette légitimité qui s'accorde pas lui-même pour parler de son écriture et parler de lui-même. Et quand on a réfléchi avec Olivier à la première émission, on serait chercher des thèmes. Évidemment, il y en a plein et j'espère qu'on continuera à en aborder plein dans les semaines à venir. Mais la toute première chose, c'est évidemment le coming out. Comment est-ce qu'on annonce au départ qu'on est écrivain? Comment est-ce qu'on rentre dans la première petite lumière qui est de dire à une autre personne qu'à soi-même qu'on écrit? Et le coming out, ça démarre par la première personne à qui on va avouer son crime d'écriture. Je dis ça parce que voilà, j'aime les polars, mais sinon voilà. Et c'est vrai que c'est une démarche qui a l'air anodine comme ça, mais qui soulève dès le départ beaucoup de questions, celle du pseudo, celle de savoir où on se publie, celle de savoir si on crée ses pages Facebook et autres sous un nom de plume ou si on les utilise pas. Et puis tout simplement, déjà, est-ce qu'on en parle au repas de famille le dimanche ou est-ce qu'on garde ça pour soi et qu'on va tout de suite aller chercher un lecteur à l'autre bout du monde pour surtout pas avoir à le faire autour de soi. Donc c'est vrai que Stéphanie, merci déjà d'être venue, ça fait plaisir. Mais merci de m'avoir invitée. Stéphanie qui a été déjà publiée sur site Book and Series, on se connaît depuis un petit moment, pas par le web, mais par d'autres voies d'écriture. Et c'est vrai que moi j'ai envie de te demander déjà, toi, on sait que tu as fait une école de scénariste, mais est-ce qu'avant ça ou est-ce qu'après ça, ça a été une démarche difficile pour toi de parler d'écriture à ton environnement proche déjà peut-être? Alors ouais, ça a été une démarche très difficile dans le sens où, petite déjà j'écrivais, donc les gens ont toujours su autour de moi que j'écrivais, etc. Mais de là à ce que ils imaginent que véritablement je voulais en faire ma profession, mon objectif de vie, mon mode de vie, même encore aujourd'hui, ça commence maintenant à faire le chemin dans leur tête, mais ils ont mis très très longtemps à imaginer que c'était concevable, ce genre de choses, et que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc jusqu'à récemment, j'avais des difficultés de toute façon à faire passer cette idée-là à mon entourage. Ça c'est certain. Donc scénariste, bon, à la limite, c'est un peu plus recevable dans le sens où un scénariste se fait former et puis il peut avoir des contrats avec des producteurs, etc. Donc ça ressemble plus à un métier en fait que écrivain. Pour la plupart des gens, c'est pas un métier, hein. C'est un hobby. C'est tout d'un coup on se découvre l'envie d'écrire et puis ma foi si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer aux gens que nous, qu'on se voit comme quelqu'un qui véritablement a trouvé sa voie et qui dit moi je ne veux faire que ça, que écrire et ma pierre à l'édifice, puisqu'on a tous un rôle à jouer dans cette société, c'est celle-là. Donc ça a été dur avant et ça l'est moins maintenant parce que j'ai été éditée puis que j'ai quelques contrats de scénariste, donc maintenant les gens me prennent au sérieux. Et moi, du coup, comme on me prend au sérieux, j'ai tendance maintenant à dire beaucoup plus facilement je suis, quand on me dit quelle profession tu fais maintenant, qu'est-ce que tu deviens, je suis auteur, donc maintenant je l'assume. Mais je dirais qu'il y a encore 2 ans en arrière, c'était pas quelque chose que j'osais dire. Non. Est-ce que justement de ce que tu dis, tu ne penses pas que c'est finalement la façon dont on pense que ça va être reçu qui est un frein et parce qu'évidemment on rentre dans des catégories de professions comme dire je vais être acteur ou auteur où on sait très bien que l'environnement est pas prêt à accepter ça de façon c'est pas médecin ou avocat quoi. Et
Et du coup, est-ce que tu penses pas que finalement, il y a une appréhension qui entretient aussi tout ça? Parce que je pense aussi les jeunes auteurs arrivaient plus facilement devant le poulet du dimanche en disant ben voilà, au fait, je suis auteur. Et ben les gens disent bon ben voilà, c'est comme si, enfin aujourd'hui il y a des gens qui veulent être footballeurs par exemple, beaucoup de gamins et ça choque moins déjà. Enfin à une époque ça certainement ça choque. Tu crois pas qu'il y a un côté, il y a un travail aussi de peut-être de plus se l'autoriser déjà soi avant de se dire que c'est les autres qui vont tout de suite nous rembarrer et nous dire. Oh, tout à fait, ouais. Oui, c'est se l'autoriser soi et se dire que effectivement, même si c'est un métier précaire, un métier qui est pas très bien reconnu en plus, hein, on a beau dire en France que les auteurs c'est génial, la culture française c'est génial, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même des professions qui sont absolument pas reconnues, qui sont absolument pas aidées. Scénaristes, c'est exactement la même chose. On est sûrement les personnes les moins rémunérées, les moins considérées du cinéma et de la télévision. Les techniciens le sont bien mieux que nous. Donc, c'est sûr qu'on met du temps déjà à se dire est-ce que je peux assumer cette appellation-là. J'ai peur du regard des autres. Et puis, est-ce que moi, je peux considérer que je suis vraiment un professionnel de l'écriture ou pas? Donc, c'est vrai qu'il y a deux problématiques, quoi. Se considérer déjà comme professionnel, parce que je pense que en tout cas, pas pour moi. Dire un dimanche à table, ouais, je suis auteur parce que ça y est, je me mets à écrire des romans. C'est un truc que j'aurais jamais fait parce que pour moi, on peut se déclarer auteur quand on se sent professionnel. Pas quand on se met à écrire des romans et on se dit, bon ben voilà, maintenant que j'arrive à aligner 10 pages, bon, je pense que je peux dire que je suis auteur. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que c'est vraiment un métier, que ça demande du temps, que ça demande certaines compétences et que le talent, finalement, dans l'histoire, c'est une partie non négligeable, évidemment, de la problématique, mais il y a aussi plein d'autres choses autour. Donc, moi, je considère déjà que pour se déclarer soit auteur, il faut se sentir suffisamment professionnel, suffisamment aguerri pour se dire oui, je l'assume, je sais écrire, j'en ai eu la confirmation et j'ai le droit de le dire. Et puis après, effectivement, il y a le regard des autres, parce que les autres, ils ont tendance aussi à se dire ouais, les auteurs, c'est génial, c'est classe, Musso, Lévy, machin. Mais tant qu'on n'est pas Musso et Lévy, et tant qu'on vend pas, et tant qu'on n'est pas édité, et ben là, on a un problème de légitimité dans le regard des autres, parce qu'ils disent ouais, non, mais c'est mignon, c'est bien, t'es auteur, mais finalement, t'as vendu quoi, t'as publié quoi, tes trucs qui sont sortis à la télé ou au cinéma, donc en fait, t'es pas auteur. Donc ça, c'est très dur à gérer. Ça voudrait dire que c'est l'argent qui fait. En fait, est-ce que l'erreur n'est pas d'annoncer ça comme un métier avec toute la valeur gagner de l'argent, même si ça doit être quand même un objectif, au moins pour être connu, mais qui biaise tout ça, alors qu'en fait, on peut dire, on pourrait très bien, pour quelqu'un qui essaie de progresser à un sport ou dans une autre activité, dire voilà, je fais cette activité-là sérieusement, comme tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec le côté professionnel de l'approche. Dans le sens où on va dire on va le faire tous les jours, on va s'améliorer et on a vraiment envie d'être bon. Pour autant, est-ce qu'on doit d'abord mettre l'argent comme un critère de profession? Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui justement bloque tout le monde en disant voilà, tu vas pas gagner ta vie? Parce que moi je crois que la crainte est surtout de la part des parents ou la critique, elle vient du fait de dire voilà, tu fais une activité qui est pas lucrative, donc c'est autant faire ce que tout le monde fait. C'est peut-être de là que vient le problème. Ben, le problème, il est financier parce qu'en fait, on part du principe que on peut se reconnaître professionnel à partir du moment où on est rémunéré pour ce qu'on fait. Donc, il y a deux problématiques. Pour les scénaristes, par exemple, le problème est un petit peu moins vicieux parce que en fait, à partir du moment où un producteur s'engage avec vous, etc., de toute façon, il vous rémunère. Très peu, mais il vous rémunère. Donc, vous êtes déjà considéré comme un professionnel et vous êtes répertorié comme professionnel dès votre premier contrat. Donc, ça, déjà, ça aide. Même si on passe pas à la télé, oui, mais il n'empêche que c'est mon métier, je suis payé pour, donc voilà, c'est acceptable. Après, pour l'écrivain, la légitimité de l'écrivain, elle passe par le fait d'être édité. Alors, maintenant, avec l'auto-édition, la donne change. Ça, c'est une bonne chose aussi, parce que ça permet quand même, justement, de démocratiser un petit peu ça. Se faire éditer par les grandes maisons classiques, on sait à quel point c'est compliqué. C'est pas forcément lié en plus à un talent particulier pour l'écriture. On voit de tout, ouais. Véritablement de tout. Ben ouais. Donc, mais les gens, ils passent quand même par la case. Ouais, mais si t'es pas édité, t'es pas auteur. Donc c'est pas légitime pour eux. Alors,
Donc ça passe pas forcément par le côté financier, je pense, pour les romanciers, parce que bon, avant de vivre de sa plume, voilà, faut quand même en vendre un paquet. On peut en faire une espèce de petit complément de revenus, etc. Mais encore, c'est vraiment anecdotique. Mais il y a cette légitimité du qui est-ce que qui t'édite, où est-ce qu'on trouve tes livres, est-ce que véritablement t'es partout, etc. Et ça passe plus par ça. Du coup, la légitimité du romancier, c'est voilà. Il faudrait être connu avant d'être connu, en fait. C'est ça. Bah, c'est ça la schizophrénie du truc. C'est ça. Si on n'est pas connu, on n'est pas auteur, mais quand on commence, forcément, on a un peu de mal à être connu, quoi. Exactement. Sur le côté financier, c'est vrai que l'auto-édition permet aussi de gagner de l'argent tout de suite et soi-même, ce qui enlève déjà même si c'est pas au point de gagner sa vie, il y a plus ce frein d'être édité pour pouvoir vendre. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, c'est vrai que le côté reconnaissance, et j'en parle souvent quand on met en face l'édition indépendante et l'édition traditionnelle, il y a un côté prestigieux sur l'édition qui fait aussi qui imite beaucoup l'auteur, je pense. Parce que quand effectivement, comme tu disais, on se compare à des grands noms et qu'on a l'impression qu'être auteur, c'est forcément être Françoise Sagan ou rien, et c'est un peu l'idée qui est véhiculée, quoi, que les gens restent entre soi, qu'il faut être cultivé, qu'on n'a pas le droit d'écrire des choses légères, qu'une BD n'est pas un vrai livre. Enfin, ça, en France, c'est très présent. Du coup, je pense que ça n'aide pas à se dire, voilà, est-ce que même si j'ai écrit un bouquin, que j'ai bossé, qu'il me semble correct, est-ce que je suis vraiment auteur? C'est quoi être auteur? Elle est où la barre, quoi? Oui, minimum. Je sais pas si les auditeurs se posent la question chez eux, mais moi, je sais que ça m'a tout de suite traversé l'esprit quand évidemment, on se pose la question de la qualité de son livre, mais on se dit, voilà, c'est quoi un vrai livre? Et est-ce que les gens, s'ils savaient qu'on était édité, ils nous liraient avec le même œil? Parce que finalement, est-ce que, comme tu dis, éditer, est-ce que ça donne une qualité? Est-ce que c'est pas l'inverse? C'est un milieu qui obéit à des règles un petit peu faussées, je pense, aujourd'hui. Alors, il y a un mot sur lequel j'aimerais bien rebondir un petit peu, et qu'a dit Stéphanie à plusieurs reprises, c'est le mot professionnel. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, Stéphanie, elle considère qu'on est auteur à partir du moment où on est professionnel. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes de l'audience qui nous écoutent et qui se sont lancées, pas forcément en étant tout de suite professionnels. C'est vrai que on va dire que maintenant avec l'auto-édition, c'est relativement simple et on arrive de façon directe à toucher ou pas des lecteurs. Et puis c'est eux qui nous disent ça leur plaît ou pas. Et moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu, si vous voulez bien. On avait donc lancé un petit sondage aux personnes qui nous font l'amitié de nous suivre. Donc, on leur avait posé 3 questions qu'on avait préparées avec Laure Lapègue. La première, c'était à qui avez-vous parlé en premier de votre écriture? Et là, on a déjà quelques résultats. On voit que la majorité, une majorité mais pas très forte, même 43%, en parlent à leur conjoint ou leur compagnon. Ensuite, à peu près 36% en parlent à d'autres personnes et 22% à leur famille proche. Donc, on voit quand même qu'il y a pratiquement 36%, donc plus du tiers des personnes qui n'en parlent pas à leur famille. Ensuite, dites-vous facilement et publiquement que vous êtes auteur. Je balaye rapidement vite les 3 questions. Là, on a une grande majorité, donc 70% des gens qui disent oui, ils en parlent publiquement, mais enfin, ça fait quand même presque 30% qui n'en parlent pas. Et avez-vous une plateforme d'auteur? Donc, 86% des personnes ont une plateforme d'auteur. Donc, on voit, dans ce petit sondage, on voit quand même que, et c'est là que j'aimerais qu'on me ramène un petit peu, parce qu'on commence déjà à parler un petit peu de l'après coming out, mais là on parle effectivement le thème de l'émission, c'est les coming out. Par quel sentiment on peut passer? C'est-à-dire, n'oublions pas qu'au début, c'est quand même une idée, un rêve, on porte tous, il y en a beaucoup d'entre nous qui portent en soi un écrit, ils ont envie de le coucher sur le papier, et je crois qu'il y a une majorité de Français, donc de France, mais aussi des francophones, qui ont envie d'écrire. Et c'est souvent un problème, disons, intime et personnel, et on se dévoile. C'est pour ça que j'ai pas peur de le comparer à ce qu'on parle des coming out des gays ou des lesbiennes, parce que c'est tout à fait, je pose la question, et y compris aux gens de l'audience. Donc, n'hésitez pas, les gens de l'audience, à nous poser vos questions. Vous pouvez aussi applaudir. Regardez, par exemple, j'applaudis en bas à droite, là, il y a des petites mains qui nous permettent d'applaudir Stéphanie ou Laure, parce que vous appréciez ce qu'elles disent. Bref. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puisque au bout je crois, peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure, j'ouvrirai aussi la case pour que vous nous posiez directement vos questions. Donc, quels peuvent être les sentiments que l'on traverse avant de se dire,
j'ai écrit un truc, bon, est-ce que je commence à en parler, et puis est-ce que je le montre, est-ce que je le montre pas? Ça, c'est souvent contradictoire. Est-ce qu'on a peur d'être déçu par la réaction des autres? Est-ce qu'on n'a pas assez de cran, on n'a pas assez de courage? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Après, je pense que c'est très propre à chacun. Hein. Donc, Oui. mon expérience va certainement pas être celle de tout le monde, et puis Oui. celle de d'autres auteurs Oui, mais sûrement pas la même que la mienne non plus. toi, Mais c'était je un pense qu'il y a le choix doute déjà, d'abord. le doute. Oui, ah, le doute, oui, on doute de devoir le dire, de trouver ça légitime. On doute de la réaction des gens. Enfin, c'est le doute, je pense, qui est vraiment le premier sentiment et le premier blocage qu'on ressent un petit peu. C'est ça, parce que finalement, bon, c'est pas de la peur, c'est pas non plus du dénigrement de soi ni rien. C'est on se demande à partir de quand on peut se considérer comme auteur, et puis. Ouais. Puis encore une fois, à partir de quel moment on se dit ça va être légitime pour les autres de l'entendre quand je vais le dire. Et c'est ça qui est le plus difficile à jauger, quoi. Il y a aussi, je pense, une question ça dépend ce qu'on écrit. Enfin, moi, je sais que je l'avais dit ici, mon premier roman était assez autobiographique. J'avais quand même une sérieuse appréhension que les gens lisent entre les lignes, même si je disais rien d'abominable, je révélais aucun secret de famille. Donc, vous jetez pas sur le bouquin, plutôt si jetez-vous sur le bouquin. Non, mais c'était simplement, voilà, j'étais en position de la petite fille qui a écrit son journal intime et qui va le poser sur la table à tout le monde. Donc, vis-à-vis de la famille, en tout cas, il y avait cette appréhension-là. Et après, j'irai un peu la même, parce que quand on écrit quelque chose d'intime, j'aurais écrit quelque chose de plus romancé, de plus fiction. Ça m'aurait peut-être pas fait la même chose. Mais j'avais aussi peur, quand je l'ai donné aux premières personnes à l'extérieur, qui lisent en moi, comme dans un livre, c'est le cas de le dire. Mais et je pense que le doute sur la qualité, effectivement, de ce qu'on a écrit, la légitimité, et la peur peut-être que les gens lisent entre les lignes, ce qui rassure tout le monde, ceux qui n'ont pas encore fait leur communauté n'arrivent jamais. Personne ne se reconnaît jamais. Surtout dans les mauvais personnages. mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, d'avoir cette sensation d'être mise à nu. Hein, très honnêtement. Enfin, j'interpelle les autres aussi, mais en tout cas, moi, oui, puis même alors l'autobiographie a fortiori, hein, bien évidemment, parce que là on s'expose, c'est pratiquement un journal intime qu'on ouvre, donc c'est une démarche qui est encore plus risquée, encore plus anxiogène. Mais avec un roman, on a aussi tendance de toute façon à se dire comment ça va être perçu, parce que je raconte une histoire dedans, mais les gens vont forcément, en tout cas les gens qui vous connaissent, forcément ils cherchent à savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce que tu penses vraiment, donc déjà il y a de toute façon une espèce d'acte chirurgical qui commence à se mettre en place à partir du moment où les gens vous lisent. Donc ça c'est pareil, on n'y est pas toujours préparé, et c'est pas forcément évident à recevoir aussi ça. Mais toi. Pardon. Et toi, Stéphanie, d'après ce que j'ai compris, tu as eu peut-être un peu de difficulté, ou tu en connais toujours, à en parler à ta famille, parce que ce qui est aussi le cas de 30% des gens qui ont répondu. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que malgré tout, tu avais fait quand même le choix assez tôt de devenir auteur. Comment est-ce qu'on peut expliquer des problèmes, disons, que la famille ne réagisse pas bien à ce genre de choses? Dans mon cas, c'est pas qu'ils réagissaient mal du tout, parce que quand j'ai demandé à faire une école de cinéma, à devenir scénariste, mes parents s'y sont absolument pas opposés. Mon père étant musicien et tout, donc voilà, les métiers artistiques, ça les choquait pas. Mais ce qui m'a bloquée, c'est qu'en fait, comme j'écrivais depuis que j'étais toute petite, vraiment toute petite, ouais. Hein, je passais des heures dans ma chambre à noircir des pages. Ça, c'est vraiment pas un mythe, pour le coup, je le faisais vraiment. Mais jamais personne n'avait demandé à me lire. Tout le monde s'en foutait, quoi. C'est-à-dire que je faisais ça comme d'autres font des dessins. Et jamais personne n'a demandé à me lire. Donc du coup, ça avait fini par devenir un truc assez refoulé. C'est-à-dire que j'écrivais, mais j'en parlais pas, parce que finalement, je pensais que ça allait emmerder tout le monde que j'en parle. Et donc, du coup, c'est vraiment resté quelque chose de très, très intériorisé longtemps, quoi. Et donc, mes proches, comme ils s'intéressaient pas à ce que je faisais, les premières personnes auxquelles j'en ai parlé, ça a finalement été des amis de collège, parce que eux s'intéressaient. Par contre, ils disaient ah bon, bah t'écris quoi? Moi, je voudrais lire. Eux faisaient la démarche, alors que ma famille proche ne la faisait pas. Donc, c'est assez naturellement que du coup, je me suis écartée
de mes proches et que je me suis dit, bon, je vais plutôt m'orienter vers des gens qui sont un peu moins intimes, mais qui au moins s'intéressent à ce que je fais, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, ça a changé au niveau de... Enfin, est-ce que tes proches te lisent plus systématiquement ou est-ce qu'ils te ont des remarques positives? Est-ce que ça c'est très récent parce qu'en fait, c'est à partir du moment où la Troisième Guerre a été éditée, donc vraiment où mon premier roman est sorti et à compte d'éditeur et où il a commencé à y avoir de la promo dessus et tout. Là, tout d'un coup, les gens se sont dit, ah oui, non, elle est vraiment auteure, alors. Et là, du coup, ils se sont mis à dire, ah bah tiens, j'ai envie de lire. Bah, mais t'écris quoi? Bah, je savais pas que t'écrivais. Enfin, il y avait même des gens qui étaient à 10 000 lieues. Je cachais tellement mon jeu que, donc là, ils ont commencé à me voir comme une auteure. Et du coup, moi, par reflet, je me voyais encore plus auteur, du coup, parce que dans leurs yeux, je l'étais en plus. Donc c'est très récent, hein. Jusqu'à il y a 2 ans en arrière, je parlais pas vraiment de ça avec mes proches, quoi. C'est vrai que pour eux, c'était un peu encore une espèce de lubie, mais de là à ce que ça soit un objectif professionnel, bof. Maintenant, si, ils savent, ils en sont conscients. Est-ce que du coup, t'aurais fait différemment rétrospectivement? Plutôt que de laisser un peu ce secret, ce hobby secret comme ça, à l'état larvaire chez toi, puis d'attendre finalement d'avoir des fenêtres ouvertes pour aller en parler. Est-ce que maintenant tu dis, ah, bah, j'aurais peut-être dû en parler, m'affirmer plus, ou est-ce que c'est ça? Alors, moi, je me dis pas que j'aurais peut-être dû en parler plus et tout, parce que je me dis que petite fille, enfin moi je vois, j'ai un petit garçon qui a 10 ans, je m'intéresse à tout ce qu'il fait et je veille justement parce que je veux savoir quel vraiment ce qui le motive dans la vie, quel talent il a, les choses qui le rendent heureux, etc. Bon, toutes les familles sont pas comme ça. Il y a des parents très occupés, d'autres un peu moins. Le système éducatif est pas le même. Donc moi, j'ai pas la sensation en fait petite. J'aurais sûrement pas j'ai pas eu d'ailleurs le réflexe de dire je veux qu'on me lise, de taper sur la table et de dire bah alors intéressez-vous à moi et tout. Je l'ai pas fait, mais j'en avais pas conscience. Maintenant, pour te répondre a posteriori, je regrette vivement qu'on soit pas un plus intéressé à ce que je faisais et à ce qu'on m'ait pas poussé un peu plus, parce qu'il est certain que j'aurais complètement appréhendé mon rapport à l'écriture différemment, que je l'aurais travaillé beaucoup plus tôt, que je m'y serais intéressée davantage comme un objectif personnel, plus que comme je sais pas quoi faire, je vais me mettre dans ma chambre puis je vais écrire des histoires. J'avais pas conscience de ce que ça pouvait impliquer pour moi à l'époque. Et je pense que si j'avais eu des parents ou des proches qui m'avaient poussé un petit peu, qui s'étaient intéressés, qui m'avaient dit bah tiens, tu devrais peut-être lire ce genre de choses, ça peut t'apprendre des trucs. Je pense que j'aurais progressé beaucoup plus vite, que j'aurais pris conscience de ce besoin, enfin cette place vraiment que je me destinais, que je me trouvais dans l'écriture. J'en aurais pris conscience beaucoup plus tôt, et je pense que j'aurais pas passé autant d'années justement à refouler ça, alors que c'est vraiment moi, quoi. Et du coup, c'est un coming out sur le tard. Donc moi, dans beaucoup d'auteurs, et je trouve ça assez dommageable, c'est que j'entends beaucoup d'auteurs qui ont fait leur coming out certainement de façon peut-être un peu pénible ou un peu reculon, un peu comme tu le décris, et comme certainement, enfin, c'est le cas de beaucoup, hein, et qui du coup attendent encore, avec cette espèce de jugement qui a été là, de dire bah, t'écris, mais pas vraiment, d'avoir écrit le bouquin ultime pour en parler. Et moi, quand j'en discute encore une fois avec beaucoup d'auteurs, et je fais un peu partie de cette catégorie-là, même si voilà, on apprend à s'en détacher. C'est toujours un petit peu gênant et dommageable, parce que je trouve que ça freine la progression. Comme tu dis, un enfant ou même un jeune à qui on dit ah ben t'écris, c'est bien, qu'est-ce que tu fais, comme on le ferait pour un sport, qu'on l'encouragerait, on le mettrait à des cours, et ben ça serait plus sain. Et en plus, ça fait des adultes qui sont, finalement restent des grands enfants très longtemps par rapport à l'écriture, parce qu'ils osent toujours pas dire à leurs parents que ce qu'ils font c'est bien, ils en ont rien à foutre s'ils n'aiment pas. Parce qu'ils ont encore, voilà, il y a des auteurs, en général, beaucoup d'auteurs ont un certain âge, et ils attendent cette espèce d'aval, encore de leur père, au sens propre et au sens figuré du terme, pour dire j'ai le droit d'écrire. Et je trouve que ça retarde à la fois le talent et à la fois cette sortie. Donc c'est vraiment, c'est vrai que si on a des enfants et qu'on est soi-même auteur, je pense qu'on est assez vigilant par rapport à ça, mais quand on détecte même dans son entourage, de valoriser ça. Et ça, et tous les côtés artistiques, hein. Il y a beaucoup de parents qui, dès qu'un enfant s'exprime artistiquement, ils disent ah ben tu fais
tu fais ta star, tu fais ton truc, mais bon, c'est horrible, quoi. Et il y a des gens qui pourtant prennent ça très, très au sérieux. Mais bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Après, on reste des grands enfants très longtemps. Ce qui est bien dans certains côtés. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait progresser beaucoup plus tôt. On pourrait s'intéresser soi-même à ce qu'on fait, en fait. C'est dingue parce que ça joue aussi. Parce que du coup, quand on a un peu peur du regard des autres ou qu'on n'a pas l'intérêt des autres, on fait les choses un petit peu comme on vivote, quoi. On se dit bon, bah voilà, j'écris puis je verrai bien. Alors que c'est vrai que quand les gens vous poussent ou quand les gens s'intéressent, tout de suite, vous avez envie d'y mettre beaucoup plus de qualité, de travailler dessus, de vraiment devenir sérieux. Et finalement, le désintérêt des autres vous laisse dans l'amateurisme, quoi. C'est-à-dire que ça vous cantonne dans l'amateurisme et dans le côté, bon, bah voilà, j'écris comme je ferais du jardinage, alors que c'est pas forcément le cas, quoi. C'est sûr. Ouais. Bon, alors c'est bien. Pardon. Alors oui, on a quelques réactions. Je vois que Lamatisse est tout à fait contente puisqu'elle voit que elle se reconnaît en ce que dit Stéphanie. Et d'une certaine manière, comment dire, et c'est là que peut-être, donc si vous souhaitez pouvoir intervenir directement, faites-le. Donc on va ouvrir une case en bas à droite, c'est en bas à droite chez moi. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à entrer dans la conversation, comme ils disent les anglophones, to jump in, rentrer dans la case, pour pouvoir poser directement vos questions à Stéphanie, ou à réagir, ou à nous faire part de votre expérience. Je pense notamment à Morgane Pinon, là, que j'ai le plaisir de voir ici avec nous, qui a publié déjà 4 recueils, je crois, et qui est une toute jeune auteure. Et on parlait un petit peu de cette problématique, en fait, disons presque dipienne, du non-dit, c'est-à-dire, on n'ose pas parler, et finalement, on pourrait dire presque à Stéphanie, bah oui, d'accord, mais personne n'a voulu t'en parler, mais tu n'en as pas parlé non plus. Mais je veux dire, c'est toujours cette capacité, en fait, les adultes, les parents ont cette capacité-là, et ça ne m'étonne pas, enfin, de pouvoir aider leur enfant ou pas. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a beaucoup donc quand même 30% des gens qui font quand même le choix d'en parler ailleurs, d'accord ? Parce qu'ils ont peur de la réaction des proches. Et c'est vrai que l'écriture, c'est quand même un exercice relativement intime. C'est pas facile d'en parler, mais il y a aussi ce détachement. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on arrive à se détacher du problème pour dire voilà, c'est un fait, je l'accepte, j'en ai plus honte. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns d'entre vous parmi l'audience qui ont envie de réagir, de nous en parler un petit peu ? Je pense à Lamatisse, à Morgane. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui voudraient intervenir ? Alors voilà, Lamatisse nous dit, on n'en parle pas, car on n'a aucune idée du fruit et des émotions que l'on peut provoquer. Ça, c'est une sorte d'appréhension. Oui. Alors, Lamatisse, pourquoi tu ne viendrais pas nous en parler un petit peu directement ? Morgane. Saute. Allez, saute dans la place. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, essayez d'appuyer simplement dans la petite case en bas à droite, et puis on va vous accueillir. Entre-temps, on va continuer à papoter. D'accord ? Ok. Alors, quand est-ce que… Alors, je vais poser la question à Laure et à Stéphanie, qui sont toutes deux auteurs. Donc, tu as seulement des oreillettes, c'est pas bien grave. Donc, quand est-ce qu'on sent le détachement venir ? C'est-à-dire, est-ce que c'est après le premier livre ou même encore après le deuxième ? Quand est-ce qu'on sent le détachement ? C'est-à-dire, comment on pourrait expliquer ça ? Le sentiment entre, voilà, c'est à moi, c'est quelque chose, je le montre, j'en ai peur, mais après, ça devient un produit. Ça devient un truc qui est en vente. Quand est-ce que ça commence à se faire, ce déclic dans notre esprit d'auteur ? Quand est-ce que ça commence à se faire ? Moi, en ce qui me concerne, j'étais vraiment guérie de… Pardon, Laure, excuse-moi. J'ai senti qu'on allait faire en même temps. Moi, j'ai senti que j'allais vraiment me détacher de tout ça avec la sortie du premier. Je me suis dit, s'il y en a un qui sort et que je suis éditée, voilà. Après, j'aurais plus peur de l'assumer. Les gens pourront me dire ce qu'ils veulent. N'empêche que mon roman, il a été écrit, il est sorti, il est lu, il a son public. Maintenant, je veux plus rien entendre. Ça vous va, ça vous va, ça vous va pas, ça m'est complètement égal. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier, ça a été le déclic. Ça, clairement. D'accord. Et alors pour Laure, ouais. Ouais, c'est un peu différent. Je pense que comme vous le savez ou pas, ceux qui sont là, mais c'est vrai que j'ai créé un site quasiment en même. Enfin, quand j'ai commencé à parler de mes livres, j'ai créé le site en même temps. Donc en fait, ça m'a un petit peu arrangé de parler autant du site que de mes bouquins, voire plus du site que de mes bouquins. C'était un peu une manière de légitimer mon écriture que de faire quelque chose autour de l'écriture aussi, même si je l'ai fait
très naturellement, mais rétrospectivement, si je m'auto-psychanalyse, voilà ce que je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai pas de problème à dire que je suis auteur, mais je le dis pas très très fort, c'est vrai, parce que je pense qu'effectivement, je suis la première victime de ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire d'une reconnaissance assez faible de mon environnement, de tout ça. Et c'est aussi ce qui me donne envie de me battre pour les auteurs indépendants, pour justement des talents qui émergent, parce que j'ai toujours cette espèce de désagréable sensation que quand on n'est pas édité, les bouquins sont lus avec un œil hyper critique. Et ce qui fait que j'ai encore aujourd'hui, j'ai aucune appréhension écrite par des gens comme ceux qui sont là ce soir, qui sont un petit peu lointains et que je connais, mais qui sont un peu lointains. Après, j'avoue que sur un cercle proche, je mentirais de dire que j'attends toujours pas un certain aval et que j'ai pas toujours une grosse appréhension quand je suis lue. Parce que je sens toujours dans ce regard, bien, es-tu vraiment donné écrivain? Comme tu le disais, hein, c'est vraiment l'ado au bout de la table qui sort son bulletin de notes, quoi. Il y a un peu de ce côté-là. Non, mais c'est dingue, ouais, c'est vrai. C'est bien le genre de sentiment, hein. Et heureusement, on croise pas, on n'est pas au bout de la table tous les jours, hein, grand âge. Mais c'est pas une sensation très agréable. Et ça, je trouve ça, j'ai pas, je mentirais en disant que j'ai pas ce cap-là, même si j'en souris maintenant plus que ça ne me blesse, parce que justement, j'ai plus de lecteurs par ailleurs et que j'ai heureusement d'autres retours qui sont très bienveillants. Et puis il y a un côté, je sais pas si d'autres partagent ce point de vue-là, mais il y a, moi je sais que l'acte de lecture de mes livres dans mon environnement proche n'est pas un acte naturel, toujours pas aujourd'hui. C'est, voilà, les gens, enfin moi je sais pas, quelqu'un autour de moi écrit, alors c'est pas ce que j'écris, mais c'est n'importe quoi, j'ai envie d'aller voir son spectacle, le lire. Voilà. Oui. Enfin, si c'est quelqu'un de proche, je dis ah super, tu fais ça, j'y vais, que ce soit tout d'ailleurs. Et pour les bouquins, c'est non. Enfin voilà, il y a des gens qui sont bloqués. Alors je sais pas ce que ça remue en eux. J'ai pas encore tout dit, mais tout ça fait que, en tout cas moi, si ce soir j'ai envie de parler du coming out, c'est parce que je vois trop d'auteurs qui font ce coming out et qui après reviennent en arrière en disant que ce que j'ai écrit c'est de la merde, personne n'aime, etc. Et il faut vraiment aller au-delà de ça. Et moi je le dis souvent, aller trouver son premier lecteur. Autant je suis pour aller vers quelqu'un de proche. Pour solliciter sa famille si elle est bienveillante, mais aller vers quelqu'un qui est bienveillant et dont on est sûr qu'il n'y a pas un peu de jalousie quelquefois entre frères et sœurs, ça peut arriver, voilà, les parents et peut-être eux des rêves qui sont pas accomplis et qu'on projette ça. Enfin, les histoires de famille, c'est quelque chose en tout cas dont il faut tenir compte et après je dirais ça en se disant que ce n'est que leur opinion. C'est pas une vérité absolue. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est faux. Ouais. Vas-y, Olivier. On a une intervention intéressante de la Matisse qui décidément devrait nous rejoindre et qui dit qu'effectivement il faut parler déjà aux personnes bienveillantes vis-à-vis de notre écriture. C'est un petit peu ce qu'on pourrait retenir de toutes ces expériences diverses et variées. Moi, en ce qui me concerne, très rapidement, moi je suis auteur aussi parce que je l'ai décidé. J'ai été auteur, disons, sur le tard. J'ai commencé à écrire il y a 3 ans et j'écris surtout de la non-fiction. Et comme disons que j'ai eu un passé d'entrepreneur avant et que j'ai passé beaucoup de temps à décider, enfin j'ai considéré que j'avais plus à demander l'avis à mes parents, ni même au reste. Et donc c'est pareil. Si vous voulez, c'était un petit peu autiste, comme c'est l'auteur autiste qui s'en fout ça n'intéresse pas parce que à partir d'un moment, il y a beaucoup d'inhibitions, trop d'inhibitions tue la créativité, si vous voulez, d'accord. Donc parfois il vaut mieux mettre parfois la charrette avant les bœufs, se casser la gueule, mais avancer. Et donc, principalement, moi, j'ai pas fait beaucoup de romans. J'en ai fait 1 à 4 mains, mais on fait surtout des guides voyage avec Christina, mon épouse. On en a quelques-uns. On en a maintenant, j'en ai publié, disons, avec elle, 54 livres. Donc, on a l'habitude et on fait aussi. J'aimerais bien, un de mes rêves, c'est de continuer d'écrire vraiment des romans. Vous voyez, j'aimerais bien écrire de la fantasy avec des druides, avec des elfes, des machins. Mais il se trouve qu'en ce moment, je fais un petit peu de formation vidéo en ligne, donc j'ai pas le temps. Mais j'ai envie. Mais j'ai décidé d'être auteur et voilà, j'emmerde les gens. Enfin, ceux qui ne sont pas d'accord, ça m'intéresse pas. Vous voyez. Et donc je sais pas que je lance un pavé dans la mare, mais quelquefois, il faut avoir quand même le cran de se dire. S'il y a des gens que ça n'intéresse pas, des adultes autour de nous, le compagnon,
la compagne, le père, la mère, et qu'on a quand même envie de faire ça, mais ça c'est valable pour tout, hein, je veux dire, y compris quand on est gay, quand on est lesbienne, quand on a envie de faire de la musique, quand on a envie, je sais pas, du hip-hop, du rap, etc. Eh bien, il faut se passer de la vie des autres, parce que les lecteurs existent, et c'est ça qu'on va pouvoir aborder petit à petit dans la série d'émissions qu'on va préparer avec Laure. Comment, maintenant c'est fantastique, on arrive à arriver rapidement aux lecteurs, et les lecteurs nous disent tout de suite si c'est nul ou si c'est bien ce qu'on fait. En fait, on arrive à scanner rapidement, voilà. Et on peut se considérer auteur, et c'est vrai qu'il faut petit à petit, peut-être l'affect qu'on peut mettre sur ce nom, l'auteur, c'est en train de changer petit à petit, parce que bon, il y a aussi l'auteur francophone, l'auteur français aussi, qui est un petit peu, c'est difficile ce statut, c'est un petit peu, je sais pas moi, le Graal, d'accord. Mais voilà. En tout cas, je suis choqué par la souffrance que l'on voit et qui existe, la souffrance qui existe des gens qui n'osent pas écrire et publier. Donc, il faut leur envoyer un message positif. Maintenant, le coming out de l'auteur, ça devient de plus en plus facile. Je dis pas que c'est attention, je dis pas que c'est aisé. Je dis que c'est de plus en plus facile. On peut le faire et on peut arriver, notamment aussi avec ce que fait Laure Lapègue, on peut arriver à toucher facilement des personnes, des lecteurs potentiels. Alors moi, j'aimerais bien, je m'excuse un petit peu de secouer mon audience comme ça. Vous voyez, s'il vous plaît, entrez, réagissez. Je vois que la Matisse, j'aimerais bien l'écouter. Si elle peut passer, pas grave. Il faut essayer. Alors, Morgane Pinon, qui c'est qu'on a encore? On a Florence aussi. Florence qui était là, qui a publié il n'y a pas longtemps un livre. Alors, on a parlé sur notre communauté Fanel. Alors, n'hésitez pas, essayez. N'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui s'y colle? Qui essaye? Non? Alors, le coming out est encore très difficile pour ça. Mais pratique. Voilà ce que j'aimerais bien dire. C'est un TP. Aujourd'hui, vous êtes en TP. Voilà. On est entre nous. Il n'y a pas trop de monde. On a combien? On a 11 personnes qui regardent. Donc c'est quand même relativement intime. N'ayez pas peur. Tout le monde l'a fait. Voilà. Si vous voulez une continuité d'interview, alors là, il va falloir y aller. Ok. Donc pour l'instant, non. Personne n'a envie d'essayer. Ah, on va le savoir pour la prochaine fois. D'accord, c'est pas bien grave. Ok. Ah, tu n'arrives pas, Morgane? Essaye, Morgane. Allez, on va essayer. Essaye d'appuyer sur Call In en bas à droite. Et puis, on va voir si tu apparais. Moi, je me rappelle Nathalie Campo, là, qui nous écoute. Elle l'avait fait, elle était rentrée dans un blab, même sans webcam. Hein, on peut le faire, et on entend que votre voix suave, mais c'est suffisant. Hein? Ok? Allez, voici, même si. Ah, ben voilà. Alors, je vois que. Alors, on va essayer d'accepter Morgane Pinon. C'est bien, Morgane. Ah. Bravo. Alors, voilà, la connexion va se faire avec Morgane et on va tout de suite l'écouter, je l'espère, voir comment elle va réagir à ce qui vient d'être dit dans cette petite émission. Voilà. Alors, Morgane. Bonjour, Morgane. Tu nous vois? Bonjour. Bonjour, Morgane. Ben voilà. Ça va? Impeccable. Ah, super. Allez, on t'écoute. On t'écoute. Moi, me concernant, non, c'était surtout de l'écriture personnelle pour moi, dans mon coin. J'avais des envies d'écrire une série heroic fantasy un peu à la Harry Potter et je gardais ça pour moi et puis j'arrivais pas à aller au bout, c'était compliqué. Et du coup, pour voir un petit peu ce que ça valait, un petit peu l'écriture, je me suis mise à écrire quelques nouvelles pour moi avoir des histoires un peu finies et les faire partager autour de moi pour voir. Et les gens autour de moi trouvaient ça sympa. Et je me suis dit c'est mes amis, ils sont gentils, ils sont pas voilà. Et du coup je savais pas trop ce que ça valait et au fil des années, j'ai eu plusieurs nouvelles, donc je pouvais faire un recueil en fait. Et le problème, c'est que présenter un recueil de nouvelles pour des maisons d'édition, c'est pas la peine d'essayer parce que les nouvelles elles se vendent que quand on connaît l'auteur, donc c'était pas possible de base. Et puis un jour j'ai vu Amazon Kindle. Et je me suis dit on tente, on verra ce que ça donne et puis si ça marche pas au moins j'aurais essayé. Ouais. Et puis après il y a eu quelques commentaires et en fait je pense que le déclic est venu quand j'ai eu des commentaires de gens que je ne connaissais pas. Ah. Et je me suis mise dans des groupes Facebook où il y avait des partages de commentaires entre auteurs, où il y avait vraiment des échanges.
Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des commentaires, des retours assez positifs, et je me suis dit bon, ils ont aucune raison d'être gentils, ces gens-là, ils me connaissent pas, ils sont pas obligés. Et je me suis dit pourquoi pas continuer. Et je suis tombée pile poil au moment où Jean-Philippe Touzeau, il avait fait sa formation pour le marketing des auteurs indépendants. En octobre il disait, 2014. oui, 2014, c'était ça. Voilà. Et il disait, allez-y, écrivez tous les jours, donnez-vous une rigueur. Moi, j'étais là avant à me dire, non, faut que l'inspiration soit là, sinon c'est pas la peine. Et pourtant, si on avait cette rigueur, petit à petit, on finissait par arriver à aller au bout de son livre. Et j'y croyais pas. Et j'ai 6 mois plus tard, professionnel, comme dit Stéphanie Athènes, voilà. J'ai sorti mon premier tome de magie et j'y croyais pas du tout. Super. En fait. Et aujourd'hui, le deuxième tome est sorti. J'ai écrit un livre en commun aussi à 4 mains avec Jackie Bourgogne. Enfin bon, j'ai fait du chemin et je continue. J'ai encore plein d'idées en tête pour la suite. Donc c'est assez super. Et c'est assez bouleversant quoi, de voir les retours positifs. Et donc c'est un coming out progressif, on pourrait dire. C'était quelque chose qui s'est déroulé dans le temps, comme ça, pas un truc, un événement dans un seul jour, quoi. Oui. Surtout, initialement, moi, le français, j'étais très mauvaise. En orthographe, j'étais excessivement mauvaise à l'école. Il y a eu un déclic au moment où j'ai commencé à lire Harry Potter, à me mettre là-dedans. Mais avant, j'ai pas honte de le dire, j'écrivais le mot musique M-U-Z-I-C sans me poser de questions, en pensant que c'était normal. Et après, à force de lire, à force d'écrire et de m'intéresser comme ça, j'ai vraiment fait des progrès. Et puis c'est pas mal aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus trop de coquilles, donc on peut revenir de très loin. Franchement, il suffit juste d'y aller, quoi. Donc voilà. C'est une belle histoire, ça. C'est-à-dire que tu as vaincu tes peurs. Et alors, finalement, est-ce que tu te considères maintenant comme auteur ayant fait son coming out alors? Oui, je pense, oui. Oui, je me balade avec des cartes de visite sur moi au cas où. Enfin bon, non, mais vraiment, non, j'ai passé le cap et bon, j'ai ma vie avec un vrai travail dans la chimie et puis à la maison, j'ai un travail en tant qu'auteur, quoi. Donc c'est vraiment, dans l'alchimie, voilà. Mais la chimie. Oui, j'ai compris, mais tu fais de l'alchimie, disons, en écrivant. C'est ça, avec les mots. Bravo Morgane, c'est super comme expérience. Merci. Ouais, pour ton témoignage vraiment. Et tu as quel âge sans indiscrétion? On ne demande pas 30 ans. Ouais, j'ai eu 30 ans là, au début de l'année. Et tu écris depuis combien de temps? Ça fait à peu près une dizaine d'années environ. À peu près. Et on a la Mathis aussi qui nous a posé la question, quand as-tu publié ton premier livre? Du coup, avec Amazon, c'était il y a 2 ans, en 2014, en juin 2014. Donc c'est très récent. Où j'ai rassemblé toutes mes nouvelles pour faire mon recueil Né de poussière d'étoiles et voilà. Maintenant j'ai 19 commentaires qui sont assez encourageants, donc ça fait plaisir. Super. Et bon, après, j'ai fait plus de ventes papier que numérique, mais c'est pas grave. C'est surtout bouche à oreille des proches qui marchent, c'est assez sympa. Oui. C'est ce qu'on disait, les proches, quand on les a comme alliés, c'est quand même les premiers prescripteurs des bouquins. Il ne faut pas négliger ça. Je dis toujours, c'est pas facile de leur parler, mais quand ils sont derrière vous, ils sont vraiment derrière vous, par contre, ça c'est sûr. Ouais, ça aide. Non, puisque ce qui est fabuleux, c'est de se sentir heureux justement quand on a fait tout ce chemin et que tout d'un coup on assume ce qu'on est et qu'on se fiche après du regard des autres, de ce qu'ils pensent. Et c'est un tel épanouissement personnel déjà que le chemin est long pour y arriver, mais par contre la récompense elle est à la hauteur du chemin parcouru, quoi. Ouais. Parce qu'on se sent pleinement soi-même et on s'assume et tout change. Tout change. Oui, c'est vraiment chouette quand on est indépendant de tout faire soi-même, jusqu'à la couverture, la description. Au final, on se dit, c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment chouette. C'est mon produit, c'est mon bébé. Un bon loisir. Ouais.
Oui, je pense que ça aide beaucoup les auteurs, ça, ce côté maintenant un petit peu auto-entrepreneur qui se fait avec l'auto-édition, hein, parce que là maintenant il y a vraiment des gens après qui développent une véritable activité professionnelle. Alors, après, c'est à double tranchant parce que c'est vrai qu'on fait plus que écrire. On a aussi 14 casquettes, donc je fais ma com, je fais mon design, mais c'est vrai que ça nous légitime aussi vis-à-vis des gens parce qu'ils se disent effectivement tu fais tout, ça tient debout, donc voilà, on peut en tirer une grande fierté aussi de ça, quoi. Après, il peut y avoir des partenariats intéressants. En plus, ouais. Bah oui, Book and Series par exemple. Avoir un gré. On n'est pas si, je confirme. C'est vrai que l'édition indépendante est vraiment un milieu collaboratif aussi. C'est vrai que, je sais pas s'il y a ça qui fait allusion, Morgane, mais c'est vrai qu'il y a à la fois tous les blogueurs ne sont pas contre, il y a des sites qui promeuvent ça, il y a des initiatives comme on en a ce soir. Il y a quand même beaucoup de belles personnes qui s'aident et c'est vrai que parfois, moi, j'ai eu un petit peu critiqué le fait que les auteurs parlent beaucoup aux auteurs, parce que dans les cas, tout ce qu'on cherche, c'est quand même le lecteur au milieu de tout ça, c'est pas que l'auteur. Oui. Il faut penser en Par contre, je pense que quand on a ces petits moments de solitude, il y a un côté, associatif et vraiment sympa et très concret aussi, hein, parce que si on fait cette émission aussi, on a dans le but de partager émotionnellement et de s'encourager, mais aussi de vous donner dans les émissions suivantes des vraies clés pour vous aider à passer certains caps. Quand je vois Léa qui commente en disant vous me donnez le souffle de publier, voilà, c'est exactement ça qu'on cherche. Et c'est vraiment, ça serait super si on arrivait à décoincer des petits verrous grippés comme ça de l'auteur à chaque émission. Ça serait impeccable. C'est ton genre de témoignage et tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que des auteurs qui partagent leur expérience, c'est un milieu en tout cas qui s'entraide. Je ne sais pas si ça existe autant dans d'autres milieux artistiques ou si les gens sont tournés plus vers leur ego, mais je trouve qu'il y a la timidité de l'auteur fait que quand même il y a une belle entraide. Peut-être le mot d'assurance fait qu'on s'aide plus que dans d'autres professions où peut-être tout de suite les gens essaient de sortir du lot de façon plus compétitive. Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a une belle entraide, hein. J'ai gardé l'habitude dans des groupes Facebook quand on se lit entre nous et tout ça. C'est chaque lecture, je surligne si je vois quelque chose qui va pas, une petite coquille ou quoi que ce soit. Et puis après, je le dis en privé à l'auteur au cas où. Ça peut toujours aider à améliorer, parce qu'on peut pas tout voir, c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Non, puis en plus de ça, c'est vrai que quand on est auteur, on est quand même très seul parce qu'on écrit, on est face à son ordinateur ou à son carnet de notes, et on est tout le temps tout seul. Et se trouver du coup après dans des situations communautaires comme ça où on échange, où on partage, on se donne des trucs, on se lit, ça nous sort aussi de la solitude. Puis on s'aperçoit qu'en fait, auteur, ça peut être carrément une grande famille. Alors si en plus on n'a pas trouvé de soutien près de soi, finalement, grâce à l'auto-édition, grâce à Internet, on trouve tout d'un coup des lecteurs, des soutiens, des gens qu'on connaît pas mais qui sont super emballés. Et tout d'un coup, tout devient possible, quoi. Donc, c'est quand même, c'est un énorme outil, ça maintenant, que ça soit Amazon, le web. Il y a quelques années encore, Jacques Vendroux le dit lui-même. Hein, il dit, je pense que sans Amazon, j'aurais certainement pas décollé comme j'ai décollé. Je suis arrivée au moment où ça démarrait et tout, j'étais pris par la vague. Puis après, c'était parti, quoi. Mais sans ça, avant ça, c'était extrêmement laborieux d'arriver à faire quelque chose et à le rendre concret. Hein. Oui, puis il y a aussi le côté, comme tu le disais Stéphanie, il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai que je pense qu'honnêtement, ça serait utopiste de dire qu'on est bon en tout. On essaie déjà d'être des bons écrivains, ça c'est la première chose. Après, on essaie de promouvoir et on a forcément des points forts et il y en a qui sont plus créatifs pour des visuels, d'autres qui vont être meilleurs en communication, d'autres qui vont être bons en technique. Et c'est vrai qu'aussi toute cette entraide fait que on peut aussi pallier à des endroits où on a moins de facilité, peut-être pas passer trop de temps sur des choses sur lesquelles on n'a pas envie de finir programmateur web peut-être. Donc voilà, de pas perdre le temps à faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire et puis d'apprendre comme ça gentiment en discutant, c'est quand même plus sympathique que d'aller acheter des matières et se plonger dedans pendant des heures. Encore une fois, comme tu disais, c'est vrai que la plus grosse peur de l'auteur quand il commence à se lancer pour
dans son coming out et à se dire voilà, je vais commencer à devoir parler de mon écriture, c'est de plus y avoir le temps d'écrire, et de plus être tranquille pour écrire. Ouais, ça, ouais. Donc, c'est vrai. Ça reste un plaisir, ouais. C'est vrai que ça. C'est vrai que ça prend du temps, c'est chronophage, mais en même temps, moi je vois, j'ai sorti enfin 2 tomes de ma saga en auto-édition. Mon premier roman lui est sorti chez un éditeur, mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas le lectorat qui se déclenche, qui a pu se déclencher pour des gens comme Musso, comme Lévy, qui tout d'un coup, bon voilà, c'est la bonne fenêtre de tir, ça matche bien, ils ont un coup de bol, clac, ça démarre. Et du coup, ils ont plus du tout besoin de s'occuper du marketing, mais même des auteurs qui sont édités chez Albin Michel ou chez je ne sais qui et tout, ne sont absolument pas exempts, et ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut détruire, de devoir se promouvoir eux-mêmes et de devoir faire du démarchage, etc. Parce que les maisons d'édition, les grosses maisons d'édition, mettent le jackpot sur les noms déjà qu'elles ont en vitrine, etc. Et tout va là-dedans. L'auteur, lui, avec ses petits livres qui complètent le catalogue, il va pas bénéficier de grandes choses au niveau publicité. Donc, il faut de toute façon qu'il mette une casquette à un moment ou à un autre s'il veut passer un cap. Et ça, c'est vrai que nous, avec l'auto-édition, pour le coup, on apprend à le faire de façon naturelle parce qu'on n'a pas le choix. On se pose pas la question de savoir est-ce que je fais pas. De toute façon, on peut pas faire sans. Donc, c'est intéressant parce que ça permet en plus, je trouve, d'apprendre à connaître son lectorat. Alors que bon, quand on est géré par une grande maison d'édition, le lectorat, à la limite, on s'en préoccupe pas trop. On se dit de toute façon, si mon livre se vend, c'est que tout va bien. Et que quand on est auto-édité ou quand on fait son coming out comme nous on fait, on est très à l'écoute de tout ça. On essaie de comprendre comment les gens réagissent et tout. Donc c'est une dimension plus humaine, je trouve, en fait, de l'écriture, l'auto-édition. Ça fait passer des caps avant et de façon plus souple. Finalement, je ne sais pas si les gens mesurent tous ici, rien que le fait d'être là, de venir parler comme Morgane de son écriture, c'est des choses pour, voilà, qu'on est quand même en public, sur un réseau social, en train de dire je suis auteur, et si demain il y a quelque chose qui se passe d'un peu plus gros, on a déjà fait beaucoup de... C'est vrai, c'est pour regarder un peu derrière et dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activités ou comme ça, où voilà, il y a quelques années, on ne pouvait pas s'offrir des tribunes comme ça et aller se faire lire par des connus, partager. Et ça, c'est un boulot qui peut être fait sur le net et il faut juste aller trouver l'endroit bienveillant pour le faire. Et je suis contente en tout cas de voir que des gens sont venus ce soir pour partager. Oui, c'est sûr. Internet, ça rapproche les gens parce que je disais que j'avais coécrit un livre avec Jackie Bourgogne qui, lui, vit au Maroc. Et je l'ai jamais rencontré. On s'est jamais vu en vrai. Tout s'est fait par mail. Une fois, on s'est au téléphone, mais c'est tout. C'est assez marrant. C'est des grandes aventures littéraires, hein, finalement, tout ça aussi. Hein. C'est ça. C'est la façon quand même. On fait pas un coming out. Je pense que le mot coming out, on l'a choisi aussi, même s'il est un peu fort ou connoté, parce qu'il y a quand même tout ce qui vient des tripes. Hein. On n'est pas en train de faire on fait pas un coming out pour annoncer qu'on va aller apprendre à faire des cupcakes, quoi. Ça pas, enfin, il y a peut-être des gens que ça prend au trip, mais c'est vrai que quand on parle d'écriture, quand on parle d'amour, quand on parle d'une passion, hein, tout simplement, c'est des choses où on met cette sur la tête, vient de l'enjeu et c'est important de pas aller brûler les ailes, mais c'est aussi important de le faire pour devenir soi-même. C'est vraiment, moi personnellement, l'écriture, ça a été, quand j'ai fait mon coming out, je l'ai fait sous mon vrai nom. Aussi parce que ça engageait beaucoup plus de choses que ça, une démarche d'être moi-même et pour l'écriture et pour tout ce qui va avec. Et je pense que voilà, quand on sent que c'est quelque chose de fort, et même si ça passe par un art, il faut. Je pense que c'est pas si simple que de dire j'écris. Il y a beaucoup plus de choses derrière, en général, qui arrivent de l'affirmation de soi. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, faire de façon salutaire aussi pour soi-même. Si on ne fait pas pour les autres, on fait déjà pas. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faudra qu'on arrive à parler, et je parle à Laure en particulier, dans nos prochaines émissions, de cette problématique effectivement du choix d'un nom de plume ou pas. Parce que le coming out, ça peut être tellement difficile pour certaines personnes, effectivement, qu'elles rechignent, disons pour des raisons, disons, objectives, elles ne peuvent pas publier sous leur propre nom. C'est quelquefois difficile. Et donc, on en reparlera certainement, puisque là, d'après ce que je vois dans toutes les personnes qui sont autour de moi, là, que je suis bien entouré aujourd'hui, eh bien, elles vont publier sous leur vrai nom. D'accord, Morgane? Non, Stéphanie. Ah non, pardon?
Ah non, c'est pas vrai. Stéphanie je me Athènes, trompe. c'est pas du tout mon vrai nom. Ah, non. Voilà. Non, c'est bien mon prénom. Mon prénom, c'est le même, Oui. mais D'accord. c'est pas mon vrai nom. Non. Ah bah, très bien. Alors, quelle a été la raison de ce choix? Alors, t'as pas fait complètement ton coming out. Si, parce que vraiment, c'était un choix de prendre un pseudo D'accord. pour plusieurs raisons. D'abord parce que Ouais. j'aime bien préserver mes proches et que j'ai pas du tout, parce que à partir du moment où on est auteur, scénariste, on devient une personne publique. Alors après, quoi qu'il arrive, que ça soit à grande échelle ou à petite échelle, il n'empêche qu'on est quand même public. Et moi, j'avais pas du tout envie que mes proches se sentent plus ou moins concernés ou impliqués dans ce que je pourrais écrire, dans ce que je pourrais faire en tant qu'auteur, dans ce que je pourrais dire en tant qu'auteur, parce que très vite l'amalgame se fait. Donc c'était vraiment dans un instinct de protection d'abord. Et puis le deuxième, c'est que moi, je voulais pas non plus me retrouver en tant que personne forcément cataloguer, enfin en tout cas qu'on me dise oui en fait ce que tu dis en tant qu'auteur c'est aussi ce que tu penses en tant que personne, ce que t'écris dans tes romans c'est ce que tu voudrais vivre, c'est ce que tu ressens, et les gens font très vite un amalgame dans les deux, et moi je me suis dit alors ça non. Donc Stéphanie Athènes elle écrit, et puis l'autre Stéphanie elle a sa vie, elle pense autre chose, et ça a eu une vraie incidence sur mes proches, parce que je me suis rendu compte par exemple pour la Troisième Guerre, qu'en plus un roman légèrement engagé, où vraiment Oui. les gens m'ont dit mais oui mais finalement ce que tu dis c'est pas vraiment toi, c'est l'auteur, c'est un roman, donc, et ça les rassurait. Donc je me suis dit bon bah c'est très bien, moi après en tant qu'auteur j'assume mon écrit, mais eux en tout cas se sentent pas voilà reliés à mon nom personnel, etc., impliqués dans le truc. Donc c'était vraiment un choix complètement délibéré, assumé, et puis qui moi en plus, même pour moi, franchement, c'est pas de la schizophrénie, hein, ça a rien à voir avec ça, mais j'ai vraiment Stéphanie Athènes, l'auteur, l'image publique, mon site internet, etc. Et puis j'ai la Stéphanie, maman, mère de famille, qui vit dans une petite ville où quasiment personne sait que j'écris d'ailleurs, parce qu'ils connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent Stéphanie Athènes, mais ils n'ont pas compris que c'était moi. Donc moi, ça me permet aussi de me garder une distance, d'être tranquille, Donc non, ça c'était vraiment voulu, et je le regrette pas une seconde, parce que c'est vraiment très confort sous plein d'aspects. Super. Bah, merci pour ce témoignage. Je t'en prie. Et c'est vrai j'avais vu que Laure voulait aborder le thème, effectivement. C'est vrai que ça fait partie du coming out aussi. Est-ce que le fait de prendre un pseudo, c'est un coming out retenu, ou est-ce que ça peut l'être, hein. Je pense que pour certaines personnes, ça l'est sûrement. Ouais. Je pense que la protection, moi je le comprends. Après, ce que je constate aussi avec les auteurs avec qui je travaille, pour le coup, c'est qu'après il y a une difficulté à gérer les deux identités. C'est-à-dire, toi, t'es parti très clair dès le début, ça a été un choix très conscient et qui est fait sur des bonnes bases. Donc, t'as pas eu à aucun moment envie de faire marche arrière, ou voilà, je dis pas qu'on peut pas changer d'avis, mais après, quand c'est fait sur un peu un petit élan de se dire on va partir soit, ça peut être même juste un côté funky, de se dire je vais me prendre un nom sympa, un peu qui swing. Et ben après, les gens, voilà, c'est comme un tatouage qu'on regrette. Après, on se dit bon, je peux pas l'enlever, il faut que je le gère. Alors, je me suis donné une image rock'n'roll. Alors, ce que je reste là-dedans, mais si je change d'écriture, voilà. Et c'est vrai que l'identité qu'on met dans un nom, elle est quand même super importante. Et je pense que de la même façon que toi, tu as voulu séparer les choses, moi, j'ai voulu que ce soit très clair que c'était une personne. Et après, je dis pas que tout est vraiment pensé dans lui. Après, les gens, s'ils veulent spéculer, fantasmer ce qu'ils veulent, mais ça n'a rien à voir. Par contre, le choix du nom, quelquefois quand il est mal géré, ben moi je vois beaucoup d'auteurs qui peuvent par exemple avoir deux noms qui se trimballent un peu côte à côte, deux noms qui savent plus s'ils doivent parler d'une certaine façon quand ils utilisent tel nom et l'autre, parce que toi tu es uniforme sur ton identité d'auteur, mais il y a des gens qui gardent un petit peu des deux, qui continuent à faire des petites choses avec leur nom perso, ou de temps en temps parce qu'ils ont une opportunité, ils vont prendre l'un ou l'autre. Et ça peut être, je me dis déjà, il y a du taf en termes de communication à faire. Quand on multiplie les identités, ben, il faut, voilà là. faut constant. Ton personnage, c'est comme quand on prend alors, on bien fait l'affiche. Et quand on sortir du truc, surtout si on le caricature un peu, ou qu'on le fait. Moi, je vois des auteurs, notamment de thrillers, qui se créent des personnages très dark, avec des noms pas possibles, des pages sanguinolentes et tout. Où il veut sortir une poésie, bon, il est obligé de s'en créer un autre, quoi.
Non, voilà, Une identité par style. Oui. Possible, j'ai une amie auteure qui m'a dit, c'est un auteur qui a eu 70 pseudos. Je sais pas Ah ouais. J'ai dit, alors là, j'ai pas de mots. Mais après, est-ce qu'il y a pas, il y a peut-être des gens aussi qui ont du mal à assumer ce qu'ils ont écrit, puis ils se disent, bah, je vais publier sous un autre nom, parce que finalement, ce que j'ai écrit là, j'ai plus trop envie de l'assumer. Alors, bah, c'est bien les pseudos pour ça, parce que, hop, je vais publier sous un autre nom. Ça peut être aussi une des... Bon, après, on peut donner l'exemple de J.K. Rowling, qui, elle, l'a fait, par contre, avec malice, parce que on lui avait dit, mais après Harry Potter, ma pauvre, de toute façon, t'es cataloguée, et elle voulait écrire du policier, et en plus, c'est vrai que le policier, enfin, surtout anglo-saxon, c'est plutôt les hommes qui en écrivent, et donc, en fait, elle a fait le choix, elle, du coup, de pas faire un coming out d'auteur tout de suite, alors qu'elle pourrait, hein. Mais elle s'est dit, je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord écrire sous un nom de plume autre, et puis ensuite, comme ça, je vais voir comment les gens réagissent. Et là, je pourrais dire, bah, en fait, c'est moi qui l'avais écrit. Donc, comme quoi, même quand on est très connu, et ben, le coming out, ça peut quand même encore poser des soucis. Hein. Bah, quand on change de carrière, on prend des tournants un peu serrés. Et c'est vrai que le pseudo, enfin, moi, je pense qu'il y a 1000 bonnes raisons d'en choisir un, mais qu'il faut faire attention. En tout cas, je le dis en plaisantant, mais c'est vrai que ça cache autant que ça protège. Quand c'est déjà assez difficile de faire son coming out, si on met par-dessus un pseudo et qu'on se camoufle, ça peut être en tout cas une façon de se dire finalement on va plus jamais me retrouver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une identité perso assez sur le net, et quand ils créent leur identité d'auteur, s'ils s'en occupent pas aussi bien que leur identité perso, ben le pseudo il va mourir dans son coin et il va jamais être connu. Donc il faut en prendre, s'il continue tous les jours à aller sur Facebook à parler à ses potes, mais à jamais dire que la personne à côté c'est lui. Ah ben ouais. Ça va pas l'aider. Ah ouais. Voilà. Non, c'est une démarche qu'il faut mûrement réfléchir. Faut pas juste se dire, ah, je prends un nom d'auteur, hein, c'est fun, c'est rigolo. Il faut vraiment penser aux conséquences, aux absences de conséquences. Enfin, faut y réfléchir longuement avant de le faire, et puis surtout le faire pour des raisons précises, pas juste parce que c'est marrant. Moi, quand j'ai choisi mon nom d'auteur, je suis carrément allée au tribunal faire un acte précis pour que mon nom soit sur ma carte d'identité. D'accord. Ah ouais. Ils avaient jamais fait ça d'ailleurs dans ma petite ville. Elle était contente. La juge, j'ai dit, jamais fait un truc pareil. Je prends ma retraite dans 2 ans, c'est génial, je suis contente. Donc c'était waouh. Mais elle m'a dit, mais vous êtes sûre, vous voulez l'assumer, machin. Je dis oui, c'est vraiment une démarche que je m'étais toujours dit de toute façon. Si un jour vraiment je suis auteur, que j'assume mon statut d'auteur, je prendrais un pseudonyme justement pour bien marquer les choses. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut que ce soit une démarche très claire dans sa tête, et puis qui réponde à des besoins et des objectifs précis. Sinon, effectivement, je pense qu'on peut finir par se trimballer ça comme une casserole un peu et se dire, mince, comment je fais maintenant pour me dépatouiller de ça? Je peux plus. On change. Enfin, son nom, on peut pas en changer, mais si on prend notre nom, on peut s'en lasser. Par contre, Ouais. Moi, je vais vous dire en plaisantant, j'ai pris Latex, c'est le nom de mon nom de femme mariée. Et en plaisantant, quand j'ai pris ce nom-là, j'ai dit, ça te dérange pas quand même, parce que je vais un peu prendre ton nom pour me faire plus. Il va demander des droits d'auteur. Au moins, ça fera une Lapec connue sur cette planète, ce qui sera pas mal. Si ça jamais de succès t'arrive. Je dis bon, ok. Faut pas que je divorce, quoi. C'est ça le problème. Enfin, oui. Ça c'est vrai. Après, mais bon, c'est-à-dire il y a des actrices très connues qui ont finalement pris le nom de leur et puis qui au bout du compte le gardent, parce que il y a des avocates aussi qui finalement gardent le nom de leur ex-mari parce que pour des raisons d'image publique. Donc bon, c'est pas trop un problème. Ouais. Ça sera un bon problème. Et c'est un beau cadeau. C'est vrai que de dire non, bah si, c'est bien, ça fera une Lapeg connue. Ça aide à faire son coming out, ça. Voilà. Et toi, Olivier, tu as publié directement, tu as pris le pseudo pour tes... Disons que moi, j'avais commencé lorsque je me suis retrouvé, disons, au chômage sur cette belle île, après avoir été entrepreneur et, disons, diplomate, on va dire. Eh ben, j'ai voulu être écrivain. Et puis, bon, j'ai décidé d'ores et déjà d'écrire sous mon vrai nom, Olivier Robière. Et puis, finalement, j'ai commencé à écrire un roman. J'ai développé mes propres méthodes, mais je l'ai pas publié. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé que je pouvais faire, je pouvais, disons, utiliser
l'un des goûts de mon épouse, hein, Christina, qui adorait voyager, et transformer ça, disons, en une collection, en une série de guides de voyage. Bon, et puis donc j'ai appris à coder les livres, c'était quelque chose que je connaissais pas. Et puis bon, ensuite on a publié ensemble toute une série de bouquins. Et lorsqu'il s'est agi ensuite d'écrire de la fantasy, disons j'écris ça à quatre mains avec SG Horizon, avec Elena Guimard et puis avec Catherine Boulery. Voilà, on a écrit un petit truc à quatre. Là, je me suis posé la question effectivement, puisque je propulsais disons sur Internet, mon image, mon nom, Olivier Rebière, voilà, que ce soit un formateur ou auteur, là, ça marchait pas trop, ça faisait pas très sérieux. Bon, alors là, j'ai décidé de choisir un pseudo qui s'est imposé à moi, et c'était curieux. J'ai choisi Olivier Carven avec un K. Et après, je me suis posé la question, et j'ai réalisé que Carven, c'était tout simplement un anagramme de caverne. Bref, et il y avait cette image de la grotte de Lascaux qui s'imposait à moi. J'aimais beaucoup cette image. Moi, je me mettais l'image de la grotte de Lascaux pour écrire. Ça me stimulait beaucoup. Parce que je suis un écrivain qui aime bien être stimulé. Je me fais ma petite bulle et j'écris. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé que en fait, c'était un clin d'œil du passé, puisque je suis né en Dordogne, dans le pays de l'homme, dans le pays de Cro-Magnon. Je suis un peu néandertal, un petit peu sur certains points de vue. Et voilà, après avoir voyagé dans tous ces pays, eh bien, c'était le passé qui revenait et qui m'a fait cette espèce de clin d'œil. Et donc, j'ai compris que ça serait mon pseudo Olivier Carven pour tout ce qui est fantasy. Mais pour l'instant, je vous ai dit, j'ai fait juste un bouquin à quatre mains. C'est tout. Voilà. Merci d'avoir posé la question. Mais voilà. Disons, mais c'est vrai qu'il faut être très clair. Il faut être très clair sur ce choix qu'on fait, parce que c'est un petit peu comme dans la physique et la chimie. Disons que c'est souvent c'est le mouvement initial, la position initiale qui peut déterminer le reste de la trajectoire, hein, lorsqu'on lance par exemple un solide, comme ça. Donc il faut bien faire attention quelles sont les conditions initiales dans lesquelles on publie et dont on fait son coming out d'auteur. Voilà. Donc on s'approche tout doucement un petit peu on a même dépassé la fin puisqu'on s'était proposé avec Laure de faire 1 heure. Là on a un peu explosé les compteurs, mais c'était tout à fait passionnant. Merci à Morgane de nous avoir fait la gentillesse d'intervenir, de nous avoir fait part de son expérience. Alors pour les autres personnes, je t'en prie, pour les autres personnes qui voudront intervenir je crois qu'avec Laure, je pense que ça a bien marché. On va se proposer, on peut d'ores et déjà annoncer notre prochaine émission, donc dans 2 semaines. Hein, et puis on parlera, on fera un peu de tam-tam, mais on parlera du reste. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Laure? Oui, moi, ça me semble bien. Ouais. On a plein de sujets à aborder de toute façon pour aider l'auteur à aller dans la lumière, c'est pas ça qui manque. On verra si on va retravailler un petit questionnaire, peut-être pour vous demander ce dont vous avez envie de parler, parce que nous, on a une petite idée, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui vous préoccupe en ce moment, en tout cas vous, nos premiers auditeurs. Et puis effectivement, merci beaucoup, merci à Léa, merci à Stéphanie, à Morgane évidemment, à toi Olivier, à tous ceux, je ne vais pas tout lire, mais à tous ceux qui étaient là et à ceux qui ont été actifs. J'espère que ça vous a plu en tout cas pour ceux qui ont découvert le blab. Et dans 15 jours. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la Mathis aussi, voilà. Merci, c'était un plaisir, d'être avec vous et puis bonne continuation et grande voilée à de la plume à la une. Je trouve que c'est des initiatives super intéressantes, puis ça met de la vie dans le monde de la littérature et tout. Ça prend d'autres proportions et ça prend un visage plus ludique. Voilà. Si ça peut aider plein d'auteurs à faire leur coming out, c'est génial. Merci beaucoup. Ça rassure aussi parce qu'on n'est pas seul. Bien sûr. Alors, je voulais dire que ce petit blab a été organisé dans le cadre de la communauté FANEL, un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. C'est une communauté qui existe sur Google+. Nous sommes un peu plus de 800 personnes maintenant. Alors, il y en a aussi sur Facebook, mais beaucoup moins. Et donc, c'est aussi votre communauté. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien s'entendre parler, mais pas trop. Donc, il faut que vous puissiez rentrer aussi dans la conversation. N'hésitez pas, vous avez des choses à nous dire, à nous apprendre, à faire participer votre expérience. Il faut aussi que ce soit votre émission. Donc, il y aura toujours au moins une case qui vous sera réservée. Vous pourrez sauter et puis réagir et nous poser les questions si cela est le cas.
Voilà. Donc, on va terminer donc cette émission. Je vais appuyer sur le bouton rouge. Pour ceux qui souhaiteront revoir cette émission, donc c'est pas un problème. Elle sera propulsée sur YouTube et puis aussi sur les différents sites et plateformes des autres auteurs. Et puis, voilà. Donc, je vous dis au revoir. Bonsoir à vous qui êtes sur cette petite planète bleue, où que vous soyez. Voilà. Gros bisous à tous et à dans 2 semaines. Bonsoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.